Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Henri Decastre. Bonjour. PDG du groupe AXA, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous publiez ce matin vos résultats annuels, ils sont bons, voire très bons. Vous aviez déjà enregistré un résultat opérationnel record au premier semestre à 2,8 milliards d'euros. Il s'établit à plus de 5 milliards d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2014. De bonnes performances donc ? Oui, c'est une très bonne année pour AXA parce que, comme vous venez de le rappeler, le résultat est élevé. C'est le plus haut historique en termes de résultats opérationnels jamais atteint par le groupe. Mais surtout, quand on regarde les trois lignes de métier, c'est-à-dire l'assurance vie, l'assurance dommage et la gestion d'actifs, ces trois lignes de métier progressent en chiffre d'affaires comme en résultat. Donc ça montre que le groupe avance dans sa transformation et gagne des parts de marché sur les marchés dans lesquels il est présent, à la fois pays mûrs et pays émergents. AXA réalise aujourd'hui, je crois, 80% de son chiffre d'affaires hors de France. Est-ce que ça veut dire que ce sont les pays étrangers qui tirent aujourd'hui l'activité davantage que la France ? Pas seulement, parce que l'année en France est une année record également, et les performances sont très bonnes, en particulier d'ailleurs en assurance vie. Mais c'est vrai que la dynamique du groupe est une dynamique dans laquelle nous allons trouver de la croissance dans le monde qui émerge, en Asie, aussi bien qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique, et que dans quelques autres pays qui sont de grands contributeurs à la croissance future. Sur la France, on a vu récemment les rendements de l'assurance vie décliner, être un petit peu sous pression. Je crois que c'est autour de 2,5% pour AXA en 2014. Est-ce que ça risque de baisser encore en 2015 ? Alors là, quand vous parlez de l'assurance vie, vous parlez des fonds généraux, c'est-à-dire des produits qui sont essentiellement investis en produits obligataires. La baisse des rendements sur ces produits, elle est inévitable parce qu'elle est liée à ce qu'est l'évolution des taux d'intérêt. Et les taux longs sont aujourd'hui les plus bas historiques jamais atteints, puisque sur l'obligation d'État française, à 10 ans, on est à moins de 1% de taux d'intérêt. Donc il est hélas inévitable que le rendement de ces produits décline graduellement. Cela étant, l'assurance vie est capable de proposer d'autres choses. Nous avons coutume chez AXA de dire que l'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargne. Il y a d'autres produits qui aujourd'hui sont attractifs pour les clients, en particulier des produits en unité de compte, qui sont des produits qui comportent une part d'investissement à un peu plus long terme, un peu plus risqué, en actions par exemple, mais qui sont susceptibles de donner des rendements qui sont, eux, très satisfaisants. Est-ce que le maintien du taux du livret A à 1% début février vous porte préjudice ? Porter préjudice, c'est beaucoup dire, mais c'est artificiel. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont ce taux devrait être construit, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France. Il devrait en réalité être beaucoup plus bas. 0,25%, ce serait le... Ben oui, parce que c'est le reflet de ce qu'est la réalité économique aujourd'hui. Donc pas de pénalisation pour l'assurance vie chez AXA liée à ce taux ? Il serait mieux dans ce sujet comme dans d'autres que l'on pratique un vrai réalisme économique et que l'on ajuste les taux du livret A au niveau auquel ils devraient être selon les formules qui ont elles-mêmes été définies par les pouvoirs publics il y a quelques années. Cela étant, c'est pas la peine d'ouvrir une guerre de religion sur ce sujet. Je pense que les épargnants avisés savent discerner ce que sont pour eux les placements intéressants sur le long terme. Henri Decastre, vous disiez fin août dans le Figaro, nous ne sommes pas dans un cycle dont il suffirait d'attendre le retournement, mais dans un changement de modèle, ce qui suppose des réformes courageuses. On voit aujourd'hui que l'économie française a du mal à redémarrer. Quelles seraient les réformes courageuses qui nous manquent ? Vous savez, je crois qu'on les connaît depuis longtemps, hein. On n'a pas besoin en France d'un rapport de plus, on a besoin d'action. Il faut réformer le marché du travail, il faut faire baisser la dépense publique pour pouvoir faire baisser la fiscalité, il faut réformer le système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel ce qui fait la clé du succès, parce que les frontières sont ouvertes, c'est la capacité à attirer les talents, la capacité à maîtriser les technologies et la capacité à attirer les capitaux. Et c'est à cette grille-là qu'il faut mesurer ce qu'est notre compétitivité. Or, depuis quelques années, une partie des politiques publiques ne sont franchement pas allés dans le bon sens. Alors on voit quelques signes d'évolution et la loi Macron en est un, même si c'est un pas alors que nous sommes engagés dans une course, mais c'est un petit signe. Il faut espérer qu'il soit suivi par d'autres. Comment vous avez analysé justement le psychodrame autour de cette loi Macron la semaine dernière ? C'est un psychodrame très très franco-français parce que une partie des mesures sont des mesures de bon sens. Monsieur Macron et Monsieur Valls eux-mêmes disent que c'est une première étape, mais qu'il faudra aller plus loin. Et je pense qu'ils ont raison. Présenter ça comme une révolution me semble un peu excessif. C'est un pas dans la bonne direction. Si l'on veut faire vraiment des réformes de structure en France, il faudra aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, eux-mêmes et d'autres
le disent. Et au fond, il faut dire la vérité à nos concitoyens. L'économie mondiale est une économie qui aujourd'hui est ouverte. Nous n'avons pas d'autre choix que de participer à cette compétition si nous voulons pouvoir offrir des emplois aux générations qui sont en train de monter. Et nous ne le ferons pas en refusant des réformes de structure qui sont inéluctables et que la plupart des autres pays développés ont déjà faites. Parmi les réformes de structure, est-ce que vous faites figurer la réforme du dialogue social en entreprise? Le gouvernement va prendre la main après l'échec des négociations entre patronat et syndicats avec l'idée de regrouper certaines des instances représentatives du personnel. Est-ce que c'est une réforme clé pour vous, ça? On la cite comme frein à l'embauche souvent. Je pense que réformer le marché du travail et réformer le dialogue social, ce sont en effet des réformes clés. Ensuite, il faudra regarder quel est le contenu de ce que l'on propose. Parce qu'il faut de vraies simplifications et de vraies économies. S'il s'agit simplement de rajouter, comme on le fait maintenant de façon régulière, 200 pages au Code du travail, qui en a déjà plusieurs milliers, alors que le Code suisse en a moins d'une centaine, et que la Suisse n'est pas un pays qui me semble dangereusement hostile aux salariés, puisque le taux de chômage doit y être le tiers de ce qu'il est chez nous. Donc s'il s'agit de simplifier, oui. S'il s'agit d'ajouter de la complexité, non. Autre sujet, Henri Decastre, que je voulais évoquer avec vous, c'est l'Afrique. Vous vous intéressez à l'Afrique en tant que groupe, évidemment. Vous avez pris une participation dans le premier groupe de réassurance du continent la semaine dernière et puis dans un assureur au Nigeria, c'était fin novembre. Pourquoi s'intéresser à ce continent ? Parce que c'est très clairement un continent qui va émerger, qui est en train d'émerger, par sa démographie, mais aussi par l'inventivité de ses entrepreneurs. Ce que nous constatons dans nos métiers, c'est que, dans les métiers de service et dans les métiers de services financiers, c'est que les nouvelles technologies permettent en Afrique d'apporter à des clients qui jusqu'à maintenant n'étaient pas accessibles des services dont ils étaient privés. Regardez ce qui se passe dans le système bancaire avec les mobiles. Les systèmes de paiement sont en train d'être réinventés. On saute une étape finalement. En matière, absolument. Absolument. Le développement mondial, l'accès aux technologies, l'accès aux capitaux aussi, et les efforts de modernisation qui ont été entrepris par un certain nombre de ces pays permettent de penser que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, un certain nombre de ces pays auront accédé à un stade de développement très différent de celui que nous connaissions traditionnellement. Et nous voulons chez AXA positionner des pions pour pouvoir être en mesure de servir la clientèle qui va émerger dans ces pays-là. En matière de pays émergents, il n'y a pas que l'Asie. Il y a aussi pour demain et après-demain un continent comme l'Afrique. Ça reste des pays compliqués. Je pense au Nigeria, évidemment, avec tout ce qu'on sait sur Boko Haram notamment. Oui, ce sont des pays compliqués, mais aujourd'hui dans le monde, si vous regardez la carte géopolitique, il y a beaucoup de pays compliqués. Nous avons, il y a une dizaine d'années, investi dans un certain nombre de pays d'Europe centrale et de l'Est, parce qu'à l'époque, nous pensions aussi que ces pays avaient un potentiel de croissance fort. Aujourd'hui, nous avons un petit peu révisé nos hypothèses sur ces pays-là. Donc il faut, surtout quand on est dans un métier comme le nôtre, où en principe, on doit être capable de faire une analyse des risques, il faut être capable d'évaluer ces risques et il faut être capable de les diversifier. AXA, une des forces d'AXA aujourd'hui, c'est justement la diversification géographique de ces risques. Et donc nous considérons que nous pouvons aller prendre quelques risques, faire quelques investissements dans des pays qui ont un profil un petit peu plus agressif que d'autres, parce qu'à la fin, au total, ce pari se révélera payant pour AXA, pour ses clients, pour ses actionnaires. Merci beaucoup Henri Decastre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, PDG du groupe AXA qui publie ce matin un résultat opérationnel en hausse à 5 milliards 100 millions d'euros pour l'année 2014. C'était l'invité de l'économie sur Radio Classique.